Grande-Bretagne, le marché mondial alimenté par l'argent des Amériques a eu un impact bien différent. Si en Chine il a encouragé les petits producteurs, on observe qu'ici, il les a ruinés. Simon Furley est un défenseur des petits agriculteurs indépendants, devenus rares en Grande-Bretagne depuis le XVIe siècle. Si on est doué, on peut arriver à un revenu minimum avec 4 vaches laitières, sans les nourrir de façon intensive, ce qui nécessiterait environ 4 hectares, quelque chose comme ça. J'ai 2 vaches. Pour en vivre, il en faudrait 4. Et il faudrait être doué. Comment a-t-on pu pressurer les agriculteurs indépendants de cette façon? Ça dure depuis 400 ans. Ouais, c'est à peu près ça. En fait, ça remonte aux enclosures. Dès le XVIe siècle, quand les petits paysans ont été chassés des terres récupérées par les gros propriétaires terriens qui voulaient les réunir et les améliorer pour les rendre plus productives. Mais par la même occasion, ils ont expulsé des terres la majeure partie des gens. Les choses auraient dû se passer autrement. L'argent qui afflue dans des pays comme l'Espagne crée une forte demande de laine anglaise et rend l'élevage des moutons plus rentable. Le système des enclosures chasse les paysans des terres communes pour y mettre plus de moutons. Les enclosures, en fait, c'est le désir des seigneurs, des propriétaires terriens, qui sont parfois aussi des bourgeois au XVIe siècle en Grande-Bretagne. C'est leur désir de faire respecter un droit de propriété qui, jusqu'à présent, était par la tradition plus ou moins géré en commun, laissé en culture pour les populations qui étaient les plus pauvres. Donc à partir du XVIe, les seigneurs et les bourgeois se mettent à faire valoir leur droit à la terre. C'était coercitif. Je ne dirais pas que c'était extrêmement violent. Mais il y avait beaucoup d'émeutes, beaucoup de résistance, beaucoup de pauvreté et de gens précipités dans le milieu urbain où le taux de mortalité était très élevé. Donc, dans un sens, c'était violent dans la mesure où le taux de mortalité des villes industrielles émergentes était plus élevé qu'à la campagne. Ils abattent les maisons, ils rasent les villages, écrit Thomas More, et n'y laissent que l'église pour servir de bergerie. Les conséquences en Angleterre sont énormes. Que faire à ce moment-là? La seule solution viable à long terme, c'est d'essayer de trouver un travail comme artisan pour filer ou tisser à domicile. Tout d'un coup, une armée de gens totalement appauvris par les enclosures sont condamnés à vendre leur force de travail de façon à pouvoir survivre, tout simplement survivre. Une foule de paysans dépossédés, sans logis, sans travail, va devenir une masse laborieuse, précipitée sur le marché du travail. Comment crée-t-on un marché? C'est une question très intéressante. Comment crée-t-on un marché qui soit déconnecté de la société? Eh bien, vous pouvez faire passer toutes sortes de lois qui font de la pauvreté un crime, comme ça a été fait en Angleterre entre 1650 et le début du 19e siècle. Vous pouvez faire du vol d'un mouchoir un crime majeur. Les enfants peuvent être exécutés. Vous pouvez emprisonner des gens parce qu'ils ne payent plus leurs dettes. Et cette somme de lois de terreur qui sont mises en place pour criminaliser la pauvreté, pour accroître les dettes, pour créer des êtres humains qu'on peut acheter et vendre, tout cela favorise la naissance d'un marché d'un genre particulier. Allez, on y va.
Les gens qui ont été expulsés ont perdu le lien avec la terre. Si vous avez accès aux terres, vous gardez un peu d'indépendance. Vous êtes votre propre patron. Vous n'êtes pas vraiment redevable à qui que ce soit. Tandis qu'une fois déraciné, vous êtes dans une situation bien plus incertaine. Et vous êtes moins à même de contester les forces de l'économie. Ce qu'on a maintenant, c'est une situation où pour faire tourner le capitalisme, il faut persuader les gens de consommer. Ce qui était un peu le problème avec ceux qui vivaient de leurs terres ou des terres de la communauté. Ils n'étaient pas dingues de consommation. Vous n'avez pas besoin d'acheter grand-chose quand vous vivez dans un endroit comme celui-ci. Il y a beaucoup à faire et assez à votre disposition pour vous distraire et manger, etc. On voit ainsi comment la découverte de l'argent et de l'or dans le Nouveau Monde a bouleversé la société britannique. Et partout dans le monde, les entrepreneurs privés se mettent à reproduire ce modèle pour bâtir des empires économiques. Adam Smith est fasciné, on le comprend, par l'expansion soudaine de l'Empire. Et chaque pays d'Europe fonde ses colonies dans les nouveaux territoires. Et comment ces colonies sont-elles développées? Elles le sont en fait par le secteur privé, comme on dirait aujourd'hui. Que font les grandes sociétés de commerce? Avec l'accord du gouvernement, elles s'installent aux quatre coins du monde et deviennent des gouvernements. Nous nous trouvons sur les bords de la Clyde. Et devant vous, vous pouvez voir une haute tour avec une horloge bleue. Il y a longtemps, au XVIIIe siècle, de riches marchands montaient à cette tour et regardaient le fleuve pour voir arriver leurs bateaux. Et ces riches marchands pratiquaient une route commerciale triangulaire. Ils prenaient des marchandises ici, en Écosse, et les emmenaient sur la côte de l'Or, en Afrique. Et ce qu'ils prenaient en Afrique et qu'ils emmenaient aux Caraïbes, c'était des hommes. Les navires venant d'Europe transportaient des marchandises pour l'Afrique. Ils embarquaient ensuite des esclaves pour le Nouveau Monde, puis en rapportaient des matières premières. Ce commerce triangulaire, qui relevait surtout d'entreprises privées, a largement contribué à l'émergence d'une économie de marché. Le fonctionnement du commerce au XVIIIe siècle, dans toute l'Europe, dépend de plus en plus de l'esclavage des Noirs. Smith est tout à fait conscient de ça. Il a d'ailleurs étudié de près le fonctionnement de l'économie écossaise de son époque. Mais il a choisi de fermer les yeux sur l'esclavage. En 1500, la traite transatlantique des esclaves était bien engagée, avec les Portugais en tête. Quand ils sont arrivés, ils ont construit ces bâtisses fortifiées le long de la côte. Et je tiens à vous rappeler qu'ils n'appelaient pas ces bâtiments des forts, mais des baraquements ou des usines. Des usines pour produire des esclaves pour les plantations.
Vous voyez ceci? C'est l'emblème national du Ghana. Ça remonte aux croisades. En haut à droite, il y a un fort pour montrer le rôle que ces bâtiments ont joué dans le développement social, économique et politique du Ghana. Ici, c'était le cachot des hommes. Il n'était pas éclairé et ce trou-là servait de source de lumière et d'aération. Les hommes restaient ici pendant 3 mois en moyenne et pendant ce temps, ils urinaient, ils déféquaient, ils vomissaient, ils mangeaient et dormaient ici. Ça, c'était la rigole d'écoulement des excréments et de l'urine. Quand il pleuvait, l'eau entrait pour laver le sol. Mais il était entièrement couvert de saleté et beaucoup d'hommes tombaient malades et mouraient ici. Quant à la traite négrière, il faut bien voir qu'il s'agit d'une activité purement économique, liée au marché capitaliste. Il ne s'agit pas d'une entreprise gouvernementale, ni monarchique. L'organisation, la mise en œuvre et les modalités relevaient de compagnies privées.